Bien, ben, écoutez, bonjour et bienvenue pour ce 8e épisode de notre deuxième saison des meet-up de DevApps. J'espère que vous allez bien, malgré ce confinement pour tout le monde et ce, ce mini-confinement du côté des Belges. Je ne sais pas comment ça se passe au Canada, vous avez un confinement, vous? Il n'y a pas de confinement en tant que tel, là, mais par exemple, les bars sont fermés, les restaurants sont fermés. D'accord. Ouais, ça, c'est comme chez nous aussi, ça. En Mais France sinon, on aussi. n'a pas de contraintes pour sortir ou faire des choses. Puis dans les compagnies, là, c'est limité à 20% de l'effectif sur place, maximum. D'accord. Alors, nous, c'est télétravail recommandé. Il faut vraiment une excuse valable pour dire qu'on ne sait pas faire du télétravail. Donc, on fait du télétravail. Bon, il y a on va- Tos qui demande le lien. Il sait Ah pas non. où il faut aller. C'est un cauchemar, ce type. Parle de on moi va- ou d'espace. Pendant qu'il n'est pas là, on peut dire tout ce qu'on veut. Tu lui donnes, Tout à fait, Adrien? Ouais, bon. Bien, on va commencer dans un premier temps sur les actualités de la semaine. Et puis, juste après, on aura Damien qui voulait revenir un petit peu sur Entity Framework, qui est un fervent défenseur d'Entity Framework et qui va nous dire qu'on raconte que des bêtises dessus et que c'est super bien et qu'il faut à tout prix l'utiliser, quoi. On a de la Et puis chance enfin, qu'on fait bon, ça à bon. distance. Hein. Heureusement qu'on n'est pas ça en présentation physique, il ne ressortirait pas vivant, lui. Hein. Il aurait dû racheter des nouvelles lunettes en sortant. Qui c'est qui l'a invité? Ça y est, Christophe est arrivé. Vous aimez DevApps? Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. Bien, côté actualité, donc une première petite actualité concernant le marché du cloud. Je ne sais pas si vous avez vu, donc il y a eu une étude qui a été faite qui donne les derniers résultats au niveau des parts de marché du cloud. C'est pas étonnant, on a toujours Amazon et Microsoft qui sont largement en tête. Amazon étant vraiment bien devant, puisqu'ils ont 33% de parts de marché au troisième trimestre 2019, donc suivi par Microsoft avec 18%. Donc, ce qui fait que rien que les deux, ça dépasse les 50% de parts de marché et viennent derrière un petit peu à égalité, même ordre de grandeur, Google, Alibaba et Tencent. Et tous les autres sont largement derrière. Ce qu'ils ont noté, c'est qu'avec le Covid, il y a de plus en plus de sociétés qui se sont intéressées au cloud et qui migrent de façon plus intensive, plus rapide vers le cloud. Un peu comme on disait avec le télétravail, le Covid a accéléré la mise en place du télétravail dans les sociétés. Ça semble être le cas également pour l'accès au cloud. Donc voilà concernant cette première information. Une deuxième information que j'ai vue sur le site de développer.com qui m'a un petit peu interpellé, c'est concernant Let's Encrypt. Alors je suppose que tout le monde connaît Let's Encrypt, donc qui permet en proposant des certificats qui permettent d'avoir des sites web en HTTPS. Et ils ont décidé, alors jusqu'à présent, ils avaient un certificat Racine qui était fourni par IndenTrust. Et à partir du 21 septembre 2021, ils vont changer de certificat Racine et avoir leur propre certificat Racine. Le seul problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'OS qui ont intégré à l'intérieur en dur les certificats Racine, ce qui fait que à partir du 21 septembre 2021, dans ces OS-là, les certificats Racine seront plus reconnus. Et donc c'est le cas notamment d'Android, dans les versions 7 et antérieures. Donc toute personne qui a un téléphone Android 7 ne pourra plus aller sur les sites HTTPS sécurisés par Let's Encrypt, puisque le certificat Racine ne sera pas reconnu. Donc, heureusement, la part de marché d'Android 7 est relativement, diminue de jour en jour. Mais ce qui est drôle, c'est de voir que on va avoir une obsolescence parce que vous avez ces certificats Racine qui sont codés en dur à l'intérieur de.
Petite remarque, sur Android, vous pouvez utiliser Firefox, et ça, c'est une fonctionnalité que je ne connaissais pas. Firefox, lui, par contre, peut charger dynamiquement les certificats racines. Et donc, si vous avez Android 7 et inférieur et que vous voulez à tout prix aller sur ces sites web-là, à partir de septembre prochain, vous pourrez utiliser Firefox, si Firefox est encore vivant, dans un an. Ça, c'est une petite remarque supplémentaire. Ensuite, je ne sais pas si vous avez une remarque là-dessus. Est-ce que vous avez tous ceux qui ont Android, ils sont supérieurs à la version 7 ou... Tu parles à des geeks, tu crois franchement qu'il y a la version 7 encore? C'est une question à la con, quoi, c'est ça? Ouais, un peu. Non, parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de téléphones où la mise à jour se fait pas automatiquement, quoi. Il faut vraiment la forcer, quoi. Il y a certains fournisseurs qui ne mettent pas de mise à jour du tout. Hein, de toute façon. Ouais. J'ai des vieux Samsung que je peux plus mettre à jour, effectivement, qui fonctionnent encore. Hein. Je garde dans un terroir, mais qui fonctionnent. Moi, j'ai un S9, j'ai pas pu avoir la dernière. Je suis resté à la version qui a été mise à jour il y a un an. Mm-hmm. Ouais, voilà, ça, c'est une problématique du côté d'Android, parce que c'est vrai là, ils en sont à quelle version là, je me souviens plus. La 12, La 12, ouais. Ouais, moi, je suis resté coincé sur la 11 parce que j'ai 3 générations maintenant de retard. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est pas comme Windows, où Windows, maintenant, on a presque la mise à jour qui est forcée, quoi, ce qui fait râler un certain nombre de personnes. Mais au moins, on a quelque chose, c'est uniforme, quoi. D'un côté, sur Android, il y a plein de constructeurs qui n'ont pas de mise à jour, ça fait râler du monde aussi. Donc, après. Oui. Il y a toujours des râleurs. Ça reste du marketing. Oui. Côté Visual Studio, on a eu la semaine dernière, comme on a eu la sortie de .NET 5, on ne va pas revenir là-dessus parce que pas grand-chose à dire de plus que ce qu'on avait dit la semaine dernière. On a la version de Visual Studio 2019 donc, qui a été mise à jour avec la version 16.8 et la preview de 16.9. Donc avec des améliorations de productivité côté Git, puisque l'interface qu'on avait présentée là maintenant est... J'en vois qui devine de la tête. Vous avez une remarque à faire là-dessus, Laurent? C'est une blague. C'est une blague leur fonctionnalité Git dans Visual Studio. C'est-à-dire? Je trouve que c'est pas vraiment utilisable, quoi. Et Rémi, tu avais l'air aussi de ricaner. Oui, je préférais l'ancienne version. Après, on change nos habitudes, on n'aime pas toujours, mais je suis un peu perdu. Il faut que je retrouve mes petits. Ouais. Moi, j'ai mis 5 minutes pour trouver le bouton pour publier. Ça m'a un peu énervé. Tu m'étonnes. On parle de l'écran. Il y avait une flèche, je croyais que c'était le truc pour fermer la fenêtre. Enfin, c'est le panneau Git pour avoir les versions Git, c'est ça? Pardon? On parle, c'est du panneau Git pour faire les couches, les poules. Ouais. Et j'ai remarqué un truc. Quand maintenant, j'ai publié un truc sur un Azure DevOps privé. Et quand on fait publier à partir de Visual Studio, par défaut, il présente que GitHub. Et sinon, il faut donner une remote. On voit même plus la liste des Azure DevOps. Oui, j'ai voulu le retester tout à l'heure là, et j'avoue qu'au bout de 5 minutes, ça m'a gavé, donc j'ai laissé tomber. Je voulais préparer un petit peu l'émission, mais et sinon, vous utilisez quoi alors, Laurent? Qu'est-ce que tu utilises tu fais ça en ligne de commande uniquement ou Moi, j'utilise beaucoup la ligne de commande que j'ai scriptée. J'utilise beaucoup d'alias Git à partir de la ligne de commande. Et puis, sinon, franchement, ça fait quelques temps que j'utilise plus trop Visual Studio, mais que je suis dans Rider. Et c'est à des années-lumière de ce que tu as dans Visual Studio, l'intégration Git chez eux, quoi. Ouais. Moi, il y avait c'est Denis et Adrien qui m'avaient conseillé d'utiliser Git Kraken. Il est vraiment pas mal. Il est payant maintenant, je crois. Non, il est payant. Il est payant maintenant? Il a toujours été payant, Git Kraken. Il a toujours été. Non, pas depuis
Il est payant depuis quelques mois obligatoire. Et avant, il était gratuit sur certaines fonctionnalités. Ouais. Moi, je suis sur à ma GitFork. connaissance, il a toujours été payant de manière commerciale. En tout cas, il y a 1 an et demi, il était déjà payant commercialement parce qu'on avait voulu le mettre dans une société. Mais par contre, tu pouvais le télécharger et l'utiliser, mais tu étais dans l'illégalité, entre guillemets. Donc maintenant, tu peux plus le télécharger et l'utiliser. Tu es obligé de payer de base. Par contre, si vous voulez c'est toujours gratuit, je viens de passer sur le site. Moi, j'utilise GitFork. C'est plutôt comme un shareware, on peut payer, sinon on n'est pas obligé. Oh, shareware. Interne, ça existait. Ça fleure bon les années 2000, hein. Les années 90. Non, il y a un truc qui est super cool sur Windows. L'année 2000, le shareware, excuse-moi, c'était avant l'année 2000. Vous allez sur pork.dev et vous avez un équivalent de GitKraken qui est entièrement gratuit. Je graverai sur le CD, Richard. La disquette à l'époque, mon ami, disquette. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de Gmaster? Non. Alors, j'imagine que vous connaissez Semantic Merge. Ouais. Non. Bah, c'est les mêmes qui ont fait Semantic Merge. Si vous ne connaissez pas Semantic Merge, ça nous aide. Je vous conseille de regarder. C'est vraiment. Mais ça n'a pas marché, Semantic Merge. Pardon? Ça n'a pas marché, ça n'a jamais pris. Enfin, même si c'est une. Nous, on utilise ça tous dans l'équipe depuis des années. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui l'utilise et ça nous fait gagner pas mal de temps sur les conflits. Hein. Ah, je veux bien le croire. Et l'idée, c'est vraiment de ne plus travailler au niveau texte, mais vraiment au niveau sémantique. Et quand tu bouges une méthode, si deux personnes refactorent une méthode qui a bougé dans la classe, bah, il va le détecter, il va te montrer non pas un change au niveau de texte qui est complètement bordélique, on va dire, mais il va te montrer au niveau de la méthode. Et des fois, la plupart du temps, il arrive à résoudre ces trucs automatiquement. Gmaster introduit aussi, c'est si tu renommes une classe et tu la bouges d'endroit, ils sont capables de détecter ça avec Git, si tu utilises Git, c'est un outil Git, et de faire du semantic merge aussi sur du code qui a bougé, quoi. Donc, franchement, c'est assez intéressant. Moi, j'utilise, dès qu'il faut merger, j'utilise Beyond Compare depuis des années. Donc, c'est pas au niveau de semantic merge, mais ça fait vraiment le boulot, quoi. Ouais, Beyond Compare, c'est un des bons tools aussi. Ouais. Là, c'est encore un autre niveau, moi, je trouve. Ouais, tu pourras laisser le lien. Ouais, ça marche. Pour qu'on puisse voir. Bien, donc, voilà, concernant Git, je pensais que c'était une petite annonce, mais en définitive, ça fait parler. Dans les nouveautés également, toujours par Microsoft, on a eu, c'était hier, ou il y a vraiment pas longtemps, il y a WinUI 3, donc la Preview 3 qui vient de sortir. Alors, si je l'ai mis juste après Visual Studio, c'est que il faut forcément avoir la 16.9 Preview 1 pour pouvoir utiliser cette nouvelle preview de WinUI. J'avoue d'avoir un petit peu de mal avec WinUI parce que j'ai l'impression qu'il réinvente un petit peu l'eau chaude. On revient avec les fonctionnalités de base, où on n'a pas toutes les fonctionnalités, genre par exemple, comment ça s'appelle, quand vous avez des erreurs dans la syntaxe, quand vous demandez qu'il y ait automatiquement un minimum de 8 caractères dans un textbox ou ce genre de choses, là, puis ça affiche automatiquement un petit astérix à côté en disant non, attention, validation, voilà, validation des contrôles, ça c'est pas encore prévu. Et ce ne sera même pas prévu pour 2021, ce sera prévu pour la version d'après. Donc j'ai l'impression qu'ils réinventent un petit peu tout un tas de choses et j'ai du mal à comprendre comment ils peuvent imposer cette nouvelle façon de coder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise WinUI dans ses développements? Non? Alors, ça passe très mal au niveau audio, hein, le fait de remuer la tête de gauche à droite. tu parles à un gars qui fait que du WPF, donc. Bien. Autre chose également au niveau toujours de Visual Studio, et alors pas de Git, mais cette fois de GitHub. Jusqu'à présent, on avait une authentification qui se faisait avec login password. Maintenant, ils vont utiliser l'authentification au hôte. Bon, ça veut dire qu'ils continuent à bosser là-dessus. Juste une petite remarque, oui. Je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant, Git est le méthode de source control par défaut à l'intérieur de Visual Studio. Et ils ont laissé de côté TFVC. Donc,
Pour ceux qui se posaient encore la question, est-ce qu'il faut que je me mette à Git ou pas, je pense qu'à terme, TFVC va disparaître. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Côté web, on a eu React 17 fin octobre. Et là, la semaine dernière, on a eu Angular 11 qui est arrivé, avec des petites fonctionnalités supplémentaires, comme le support expérimental de Webpack 5, mais surtout la fin de la prise en charge d'Internet Explorer 9 et 10. Et il y a également une chose qui est assez intéressante, c'est qu'on a le support du hot reload module, du HRM, donc qui vous recompile automatiquement votre application quand vous la testez, qui vous la recompile complètement, ou plutôt qui détecte véritablement les modifications. Donc ceux qui utilisaient Angular, jusqu'à présent, quand on faisait un certain nombre de modifications, certains types de modifications, il fallait arrêter son débugage et puis recompiler pour voir les modifications. Là, il le fait de façon automatique et sans que vous ayez besoin d'intervenir à l'intérieur, quoi. Ensuite, ça c'est Laurent qui m'avait montré, qu'il avait mis d'ailleurs sur le Slack, une nouvelle version de Scriban. Je ne sais pas si c'est Scriban ou Scriban, qui est un outil de scripting qui permet de faire de la génération. C'est ça, je me trompe? C'est un templating engine. Oui, et en français dans le texte. Un moteur de template. Et toi, tu l'as testé et ça... Non, moi, en fait, l'idée, c'était de générer du code C# en utilisant un peu comme on aurait fait avec T4 à l'époque. Et en fait, je voulais générer à partir d'un espèce de langage propre du C#. Et je trouvais que c'était pas mal pour faire ça. Toi, tu peux utiliser aussi Razor ou d'autres choses. Et ce qui est intéressant, c'est dans la version 3, je n'ai pas eu le temps de regarder, ils ont introduit un truc spécifiquement pour ça, apparemment, quoi. D'accord. Bon, c'est vraiment les outils pour faire de la génération automatique, soit de code. Ou d'autres choses, oui. Il y avait un temps, au tout début de .NET, il y avait un outil, je ne sais plus comment il s'appelle, qui faisait justement de la génération automatique de code, de classes. T4 ? T4, ouais, c'est ce que je disais. Non, c'était une société extérieure. C'est pas intégré dans Visual Studio, c'était quelque chose. T4, faut demander à Mathieu, c'est le spécialiste. CodeSmith, quelque chose comme ça. Oui, voilà, absolument. CodeSmith, ouais, c'est ça. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais ça existe depuis un moment. Ils sont mourus. Ils sont mourus. Ils sont mourus, oui. Une information capitale, le papa de Python, Guido Van Rossum, qui était à la retraite, n'est plus à la retraite. Il a rejoint Microsoft il n'y a pas très longtemps. Donc, on va avoir de l'intégration de Python beaucoup plus poussée à l'intérieur des différents outils de Microsoft et puis je pense certainement à l'intérieur du cloud dans Azure. Une chose que Christophe nous a signalé et qui a intéressé pas mal de gens sur le Slack, c'est alors je ne sais pas s'il est vraiment nouveau, en tous les cas, personne n'avait véritablement vu. En fait, c'est Microsoft Clarity. Vas-y, tu me laisses finir ma phrase et après tu pourras parler. Ouais, non, je savais même pas si tu m'entendais en plus, si mon micro était. En fait, c'est début 2020, ils ont commencé en open source à créer une bibliothèque JavaScript Clarity qui permet, en fait, qui est une bibliothèque initialement d'analyse comportementale pour comprendre comment les utilisateurs ils affichent et ils utilisent notre site web. Donc comment ils naviguent, comment ils interagissent, et puis c'est pas totalement comparable à Google Analytics d'ailleurs, dont il peut se connecter. Il est assez nouveau, donc parfois si vous vous posez la question de est-ce que je suis RGPD compliant avec Google Analytics, c'est extrêmement dur d'avoir la réponse. C'est extrêmement dur de dire face à vos clients ou vos internautes d'être clean avec ça, pardon.
Donc moi, j'aime pas trop Google Analytics pour cette partie-là, ce côté obscur de Google. Et de toute façon, dans Google Analytics, parfois, ce qui m'intéressait, c'est ni plus ni moins que le b.a.-ba de statistiques de navigateurs. Là, bon, ayant une tendance un peu Microsoft, j'ai testé Microsoft Clarity, qui est gratuite, totalement gratuit, qu'on a 2 visiteurs comme autant, 1 million de visiteurs. L'interface, elle est super claire, elle est super facile à utiliser. Comparé à Google Analytics, je ne dis pas qu'il n'est pas bien, mais il est pas compliqué, mais complexe, Google Analytics. Et là, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, il y a l'essentiel et il y a des trucs qui sont assez intéressants, c'est qu'il y a le recording. Alors ça, c'est assez marrant. Vous voyez l'interaction de certains navigateurs. Donc, a priori, il y a une AI, ils disent à Microsoft, qui va prendre les meilleurs recordings, les plus intéressants, les plus parfois bizarres, et on peut utiliser beaucoup de filtres. Par exemple, ceux qui vont faire des cliquer n'importe où, ou ceux qui vont penser ce qu'on appelle des deep clics, c'est-à-dire que des endroits où, bah mince, je pensais cliquer là, il ne se passe rien. Et après, il y a aussi les points chauds, c'est-à-dire qu'ils vont concentrer par des zones un peu comme s'il y avait une température, vous savez, plus c'est cliqué, plus c'est rouge. Et c'est intéressant puisque là, je l'ai mis sur 3 de mes sites et tu peux déjà voir, tu dis tiens, ils vont à cet endroit-là, c'est là. Bon, et c'est assez intéressant de voir le comportement des gens au niveau de la souris. Alors, on parlait de RGPD compliant, je ne sais pas comment on dit compliant en français, qui suit la loi, qui respecte la loi, je ne sais pas. Enfin bref, vous m'avez compris. Compatible. Et en fait, si tu veux, là, c'est intéressant, c'est dans le recording, donc c'est vraiment anonyme. Il va quand même masquer tout ce qui va être numéro de téléphone, numéro, adresse. Il y a cette intelligence-là au niveau du recording des pages où c'est bien ton site, mais même ton téléphone à toi qui est affiché, non, il est par des points ou par des astérix. Mais écoutez, je propose, c'est qu'on ne s'étale pas trop dessus et qu'on en fasse un podcast un peu plus détaillé là-dessus, qui pourrait même être relié avec un petit peu de CIO Single Page Application. Ça permettrait de faire un petit podcast sympa et je pense qu'on l'avait prévu. Hein, je dis ça, mais on a prévu de le faire. Ok, donc l'outil s'appelle Microsoft Clarity. Clarity.microsoft.com. Voilà, donc c'est clarity.microsoft.com. Ça va assez vite, hein, vous mettez votre site et au bout de 2 heures opérationnel. Il y a quelque chose à mettre sur son site, il y a du JavaScript. Oui, tu as une petite balise, tout à fait, tu as une petite balise à mettre et c'est tout. Donc après, on expliquera un peu comment, avec des petits outils faciles, comment après, on parle de RGPD, pour suivre un peu le RGPD, des petits outils qui sont sympas pour justement, si vous avez du mal avec ça, quel que soit votre site, pour être clean avec ça. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder sur DevD hier le track numéro 3, et c'est sur YouTube. Il y a une dame, je ne sais plus son nom, pardonnez-moi, je l'ai, Lauriane, qui a fait une session d'1 heure là-dessus, passionnant. C'est vraiment pour nous, des devs, elle parle un petit peu des cookies et des sites web, et je pense qu'il faut y faire un petit peu attention quand même. Ça dure 20 minutes et c'était à 11h45. Mais justement, tu me tends la perche. Hier, il y avait c'est prévu. On a l'impression que c'est les professionnels qui font ça. Vous avez répété. Donc, hier et avant-hier, vous aviez les DevDev, donc on a les organisateurs qui sont là. Comment ça s'est passé, messieurs? Vas-y, Denis. Moi non, très bien. On a eu donc le 16, le lundi soir, 3 keynotes qui étaient sur des sujets un peu plus génériques. Donc, il y avait un sujet sur l'intelligence artificielle, il y en avait un sujet sur je ne sais plus lequel le premier, bref, et il y avait un 3e sujet sur un pilote d'avion qui venait expliquer en gros les méthodologies qu'ils utilisaient dans l'aviation et que lui applique aussi parce que, on va dire, pendant la nuit ou la journée, je ne sais pas, il pilote des avions. Mais les gros avions, gros porteurs, hein, les gros trucs. Et pendant la nuit ou l'inverse, la journée après, il fait du développement. Donc il est venu nous parler un petit peu quelles sont les techniques et les technologies qu'ils utilisaient pour maîtriser, que ce soit le stress, la manière de travailler, des choses comme ça. Ça, c'était les 3 keynotes le lundi soir. Et tout ça est en dispo sur YouTube, puisque c'était en live au départ. Donc forcément, ça restait dans YouTube pour si vous voulez le revoir. Et le mardi, il y avait 3 tracks, track 1, 2, 3. La 3e étant entièrement en français, les 2 autres étant principalement en anglais, sur toutes sortes de sujets. Il y avait à la fois du .NET, il y avait du Java, il y avait des technologies Kubernetes, du Docker, il y avait un peu toutes sortes. Et il y avait effectivement des notions sur le
RGPD, comme le disait Christophe. Il y avait du clean code. Enfin bon, bref, il y avait un peu de tout. Et tout s'est bien passé. Toutes les sessions se sont bien déroulées en live. Certains Oui, en ont eu parfois un peu de c'était une grande première. Puis c'était du live grande échelle, quoi, parce que pour vous le avez DVD, énormément d'intervenants un petit peu de partout, quoi. Ça, il y avait trois tracks avec 9 speakers à chaque fois. Donc, ça fait 3 x 9, 27, plus les 3 de la veille. Donc, mais enfin, il y en avait 3 en parallèle. Donc, en termes d'organisation, c'était pas simple à mettre en place, mais on avait déjà fait ça à moindre échelle avec d'autres présentations. Donc, c'était en gros juste gonfler un peu la structure. Et donc, pour tout ça, tout s'est bien passé. Ça a été... Techniquement parlant, c'était sur YouTube ou il y avait d'autres canaux sur de YouTube, diffusion? sur Facebook. C'est les 2 canaux principaux qu'on a utilisés. On aurait pu en mettre d'autres, mais c'est sur ces 2-là qu'on a fait en live. Ouais. D'accord. Voilà. Et donc, si on a manqué les sessions, on peut les retrouver sur YouTube. Il y a les 3 tracks entiers qui sont sur YouTube. C'est ça, ça fait 8h30 à peu près de live. Et donc, on est en train de remettre de l'ordre, c'est-à-dire dans la description, on va mettre à chaque fois des hyperliens, comme YouTube le fait, pour directement arriver et se positionner dans les chapitres, donc au début de chaque session. C'est peut-être pas encore le cas, parce qu'on n'a pas encore eu le temps depuis hier soir. Mais donc, pour le moment, vous faites à la main la session que vous voulez aller voir, pour essayer de repérer où ça se trouve. Oui, j'allais te poser la question, si vous alliez faire un découpage des différentes sessions, mais c'est uniquement un lien à l'intérieur de... C'est ça, ce sont des liens. C'est comme ça que fait YouTube, si j'ai bien compris. Tu as dans la description, tu as des liens, tu cliques dessus et on se positionnera directement en début de session. D'accord. C'est à chaque fois des sessions de 50 minutes et il y a 5 minutes de pause en moyenne. Et vous avez eu du monde On n'a pas encore regardé toutes les statistiques, mais il y a effectivement plusieurs centaines de personnes qui sont venues. Donc, il faudra voir, il faut qu'on regarde un petit peu le tout pour voir les répartitions sur la journée et ainsi de suite. Sur le nombre exact de personnes par track, par session et ainsi de suite, mais on est quand même assez content. D'accord, une question qui fâche, financièrement parlant, comme les fois d'avant, c'était un événement qui était payant. Ici, c'était gratuit. Oui. Forcément, pour les gens qui regardaient, c'était forcément plus intéressant. Au départ, on pensait faire à la fois gratuit et payant, mais donc faire à la limite un peu de présentiel, et on se disait organiser des sortes de petits meet-up un peu partout. En Belgique notamment, par exemple, il y a des écoles qui sont intéressées de faire venir 50 étudiants pour regarder ça. Donc, c'est plus sympa à ce moment-là, par petits groupes, de regarder ça. Mais évidemment, avec le Covid qui s'est renforcé, c'était plus possible. Donc, on n'a fait que du virtuel. Malgré ça, on a quand même eu des sponsors parce qu'il y avait quand même des montages à devoir faire. Il y a eu des locations de studios pour pouvoir mettre tout en place, parce qu'entre chaque session, il y a eu quand même des enregistrements qui ont été faits, avec Adrien qui pourra certainement parler mieux que moi si vous voulez avoir des détails là-dessus. Donc on a quand même eu des sponsors pour tout ça et de payer un peu je vais dire les coûts moins importants, mais il y avait quand même quelques frais qui étaient derrière toute l'infrastructure à mettre en place, que ce soit en termes de promotion, de sociétés derrière, marketing. Oula, on t'entend plus. Et là, vous avez eu le soutien de Belgique j'imagine, pour... On a eu effectivement le soutien de Microsoft Belgique, Microsoft France aussi par le biais de Charline. Parce que c'est Microsoft qui a couvert les frais liés à la venue de Charline en Belgique et qui a aussi souvenu à la partie administrative, parce qu'étant donné que normalement elle ne pouvait pas se déplacer, ils ont fait le nécessaire pour qu'ils puissent se déplacer. Donc on est reconnaissant envers Microsoft Belgique et Microsoft France. On a eu aussi, au niveau des frais, on a une société derrière qui s'occupe de tout l'événementiel, comme Denis était en train de le souligner avant que son micro ne coupe. Non, on ne t'entendait plus à la fin. Maintenant, vous m'entendez? Oui. Maintenant, on t'entend mieux, effectivement. Donc, je peux continuer à parler? Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Et donc, après, il y a pas mal de choses où c'est l'équipe du DFD qui a géré. Donc, par exemple, la partie, tout ce qui est, le montage vidéo qu'il fallait faire. Vidéo. Il y a eu la partie liée au live.dfd.be, qui est aussi une plateforme qu'on a développée exprès sur mesure pour le DFD. Ouais. Il y a pas mal de choses qu'on essaie de mettre en place, et aussi l'expérience qu'on acquiert, on essaie aussi de le mettre dans d'autres événements, comme par exemple on avait eu le Blazor Day, où on a appris de l'expérience avec StreamYard qu'on a utilisé ici cette fois-ci aussi au niveau du DFD, et pour d'autres événements qui sont organisés par Microsoft, où on vient leur apporter notre soutien, par exemple pour
la GreenConf qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, où c'était la plateforme du DFD qui a été mise dessus à rude épreuve. Et ici, Microsoft est en train de préparer une session. Enfin, Microsoft France est en train de préparer une conférence sur l'inclusion au début janvier 2021. D'accord. Et le DFD va être aussi contributeur pour l'utilisation de sa plateforme web pour y arriver. Oui, il y avait le chat, c'est Antoine qui dit effectivement le chat Discord c'était une bonne idée. Et c'est vrai que ça c'est aussi une nouveauté puisqu'on voulait quand même que ce soit assez interactif et donc on a remarqué que ça plaisait bien aux gens effectivement d'avoir un chat comme ça par track où on pouvait discuter avec les speakers parce que forcément discuter avec les speakers quand on est en virtuel c'est pas simple. Donc après chaque session les speakers se retrouvaient sur le Discord et pouvaient continuer à discuter facilement avec les gens. Et même pendant les sessions parce que David Catu il a mis le Discord en plein milieu de sa session. Ouais. Ok, bah écoutez, merci. C'est une bonne nouvelle quand même que ça soit bien passé comme ça. Bah écoutez, c'est tout pour la partie actualité. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack. Je vais maintenant passer la parole. Attends, j'ai juste une question. Est-ce Oui. que les gens ont eu le badge avec ce petit bonhomme-là? Moi, je l'ai pas encore eu, mais j'ai demandé. Oui, moi, c'est bon, ça a fonctionné. Ce qu'il fallait scanner, c'est ça, hein? Ouais, le QR code à scanner. QR code. Ouais. Pourquoi? Tu as des angoisses à ce niveau-là? Non, bah, c'est juste qu'on a offert un badge et ça peut être sympa de pouvoir donner ça. Donc, T'en as plein dans ton sac? Non, c'est le seul. C'est celui qui était balancé à travers Charline. Parce que pour la petite histoire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Charline, quand elle fait le spot de promotion, il y a le petit bonhomme qui se baladait au-dessus d'elle. Ouais. Vous n'avez pas fait attention? Ou en tout cas, dans Olivier, malheureusement, c'est les sous-titres qui sont venus dessus. Il y a le petit bonhomme qui apparaissait au bas de la caméra et qui commençait à danser. Donc c'est Renaud qui était en dessous, en train de commencer à faire ce genre de choses au sol. T'aurais dû prendre une photo? On a des photos. Des photos. Ça va arriver après. Okay. Bien, donc je disais, je vais passer la parole à Damien qui va nous parler de son C'était un chouette DevApps. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon, tu vas te taire, oui. Damien, je te laisse la parole. Yes, alors du coup, Entity Framework. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui adore utiliser Entity Framework ici, dont Richard présent. Est-ce que vous voyez du coup mon écran? Pas encore. Oui. Pas encore. Mais on peut combler pendant que. Moi, c'est bon, je le vois. Ok. Alors du coup, là, le but de cette présentation, c'est pas forcément de vous montrer que Entity Framework c'est super, ça utilisé partout ça, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est plus si vous êtes intéressé par Entity Framework pour savoir comment il fonctionne, pour des petits projets, etc., et que vous voulez le tenter pour histoire, par exemple, de ne pas vous prendre la tête avec l'USQL, etc., parce qu'il y a quand même des avantages, certains avantages. Ça vous donnera quelques billes pour vous y mettre et éviter, on va dire, les grosses erreurs que généralement on fait au début. Voilà. Du coup, pour ceci, j'ai mis en place une situation. Grosso modo, on a un univers, des galaxies, etc. Et le but, c'est de récupérer les jeux vidéo ou les jeux de société, ce que vous voulez, dans ces univers-là. Donc, première étape, la jointure des tables. Alors, ceux qui ont déjà utilisé Entity Framework savent de quoi je parle. C'est un peu le bordel. Qui dit jointure de table dit includes. Et dans les includes, grosso modo, là, dans ma mise en situation, j'ai mis un peu de fourre-tout. On a le monde avec les games, les galaxies, etc. Et tout est relié avec le monde. Et à partir de là, bon, pour simplifier, j'écris une requête Entity Framework concernant cette situation et on va voir ce que ça donne. Donc l'idée, là, normalement, donc autant essayer de mettre en pratique directement ce que je vous ai montré. Donc voilà. Donc là, ici, dans ce qui se passe, donc j'ai ma requête
j'ai fait un query pour console ici qui permet de générer, de voir ce que ma requête Entity Framework va générer en SQL. Juste une petite remarque, tu es en Ouais. .NET Core Oui, .NET Core 3.1. D'accord. J'ai pas vraiment testé avec la 5.0. Je ne sais pas quelles sont les améliorations réellement qu'il y a dessus, mais voilà. Donc là, c'est valable pour le 3.1. D'accord. J'en parlerai aussi un petit peu des versions un peu plus tard. Voilà. Donc là, on voit qu'effectivement, en utilisant les include, donc on a les words avec du one-to-many sur sur toutes les autres classes, sur toutes les autres tables. On voit qu'il nous fait bien un join comme il faut. Bon, c'est du left join, c'est pas un join direct, mais voilà. Et ça, c'est propre, il faut l'avouer. Et ça fonctionne. Mais par exemple, ici, j'ai fait mon petit test. Je veux filtrer dont les dimensions, les univers dont les dimensions sont égales à 3. Les univers à 3 dimensions. Du coup, je sauvegarde. Je réexécute ma requête. Et là, qu'est-ce que j'ai? Allez, s'il te plaît. Rien pour l'instant. La puissance d'Entity Framework. Voilà. C'est long, Entity Framework, c'est pour ça. Tout ce que j'ai mis à côté, je pense qu'il n'a pas trop aimé aussi. Et là, on voit qu'effectivement, oh, ma requête, on se retrouve avec un petit exist. C'est pas juste un petit where comme on les aime. Il commence à y avoir des petits soucis. En plus de ça, il y a un order by en dessous là que j'ai pas du tout demandé. Vous voyez, il n'y a aucun order by dans mon code. Enfin voilà, ça commence à être un peu le bordel. Donc du coup, généralement, pas terrible. Et c'est comme ça que tu veux montrer que c'est bien Entity Framework? Alors, justement. Là, je suis convaincu, moi je m'en vais là-dessus. Merci, au revoir, à la semaine prochaine. Voilà. Moi, je voudrais mettre une nuance là-dessus parce que je l'ai vu. C'était une vieille version Anti-Framework, donc c'était sur du .NET Framework. La requête, elle avait l'air horrible. Et quand on regardait le plan d'exécution, par contre, il était au top. Donc, je fais très attention quand on regarde les requêtes maintenant. Je compare plutôt les plans d'exécution et je regarde pas la gueule de la requête parce que des fois, la requête, elle a l'air horrible, mais le plan, il est top. D'accord, c'est Voilà, intéressant. Parce que bien faire attention. En termes de requête horrible, ça va venir. Regardez plutôt le plan d'exécution que le code de la requête parce qu'on ne sait pas comment SQL Server derrière il transforme ça. Alors justement, parce qu'il n'y a pas que SQL Server, il y a plein d'autres trucs. L'avantage Entity Framework, c'est justement d'avoir plusieurs types de bases de données. Donc je pense qu'aussi, selon les bases de données, le plan d'exécution ne va pas forcément être le même. Mais donc voilà. Mais après, de toute façon, là, je vous montre par rapport à la visualisation de comment nous, on écrirait la requête. Et puis de ce que par rapport à Entity Framework, lui, il va créer derrière. Et est-ce que ça nous convient ou non? Donc du coup, ici, il y a une autre situation, donc un peu plus classique. Donc là, on a des relations à N, un game qui appartient à un éditeur, qui appartient à un country, qui appartient à un world, qui appartient à Galaxy et qui appartient à l'univers. Donc c'est plutôt simple, ça fonctionne. Donc partons sur, je veux récupérer tous les jeux dans les univers de dimension 3 avec le schéma, avec ce schéma-là. Donc pour ça, j'ai mon petit test 2 que j'ai préparé. Alors, il faudra aussi que j'adapte le mapping par rapport, parce que du coup, j'ai tout préparé. Voilà, le mapping par rapport à la nouvelle situation. Voilà, donc du coup, c'est ici. Donc la requête en question, que je veux vous montrer. Et j'exécute. Donc chargement. Et là, voilà, on parlait de requête horrible. Voilà ce que ça donne. Après, on se plaint des performances, comme vous disiez, Entity Framework, etc. Enfin, on commence à avoir des sous-requêtes un peu partout. Enfin, ça commence à être un peu le bazar. Et là, clairement, c'est pas le genre de requête que l'on veut voir, générer. C'est difficile à débugger lorsqu'on veut essayer de voir ce qui se passe dans la requête, etc. Enfin, ça commence un peu le bordel. Donc, clairement, ça, c'est niette. Ça marche pas. Les DBA vont vous faire une drôle de tête, vont venir vers vous, pop, pop, pop. Il y a un souci là, tu me fixes ça. Souvent, le problème, c'est qu'il n'y a pas de DBA. Mais bon. Ah, ça m'est déjà arrivé que le DBA, il voit des requêtes en prod passer qui durent 3 ans et qui, au final, ils viennent vers toi. Ouais, enfin, ton truc est sympa, mais tu me retires ça, quoi. Alors, deuxième exemple, avec la même chose sur les include, mais cette fois-ci, j'ai inversé l'ordre dont je vais récupérer les données des tables. Si on regarde ici, vous voyez que je commence par les univers, ensuite qui va faire une jointure sur les worlds, sur les countries, sur les éditeurs, ensuite sur les games. Ici, je fais l'inverse.
Je vais chercher d'abord sur les games, sur les countries, sur les worlds, sur les galaxies, sur les univers. Voilà. Et en plus, on voit que légèrement la query ici, là, l'écriture du code est légèrement plus simple. Donc pareil, on va tester en live. Ici, voilà. Tu es obligé de le mettre sous forme de texte, le include editor country? Quand on a plusieurs comme ça, oui. Enfin, du moins, dans la version 2, non. De la version 3, j'en suis plus très sûr. J'ai pas fait le test, j'avoue. Quelqu'un a la réponse? Moi j'ai utilisé name of. Ah oui, c'est possible. Ouais, c'est vrai qu'Anthony, c'est le spécialiste des name of. Ah, mais j'adore ce name of en plus. Avec le dollar, et ça marche très bien. Et là, on voit que la requête, elle est nickel. C'est une requête comme si on l'écrirait nous-mêmes, en fait. Donc, en gros, tu es en train de dire que pour savoir utiliser Entity Framework, il faut comprendre comment marche un moteur relationnel? Alors, comprendre ce que son application fait déjà. En partie, oui. Alors là, du coup, je vous montre qu'en fait, quand on passe d'une relation 1N à N1 au niveau de l'ordre de la génération des queries, on change tout au niveau du requêtage. Mais ça peut être un problème parce que selon les cas, ça ne va pas être possible, etc. Du coup, à partir de là, donc là, c'est plutôt correct. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Comment est-ce qu'on doit écrire nos requêtes? Grosso modo, je vais vous inviter, oubliez les includes. Les includes, vous les oubliez, vous n'écrivez plus jamais ce truc-là. Quelque part, ça peut être pratique dans certaines situations, mais globalement, je trouve que c'est trop compliqué à utiliser parce que selon les situations, ça ne va pas vous donner ce qu'il faut et il suffit de. Et c'est pas forcément très clair la génération du moteur relationnel derrière. Donc du coup, à la place, utilisez les joins. Les joins s'écrit de cette manière-là. Je t'interromps juste une fois. Il y a moyen de forcer. Donc ici, tu dis il faut conseiller d'utiliser le join, mais est-ce qu'il y a moyen d'obliger, entre guillemets, le développeur, via des bonnes pratiques ou via du code analysis, que sais-je, d'obliger à utiliser le join? J'imagine avec des outils spécifiques, mais là, ça sort du contexte Entity Framework et là, j'ai rien en tête. Mais ça, c'est pas dans Entity Framework, quoi. Okay. Sonarcube, tu peux le faire. Ça peut être cool, du coup. Okay. Mais ouais, du coup, donc là, l'idée, c'est d'utiliser join. Alors, l'avantage des joins, c'est qu'ici, on voit un peu plus, l'écriture que l'on voit là ressemble un petit peu plus à ce qu'il va y avoir dans SQL au final. Parce que du coup, on a notre table World, .join sur la table Games, avec le champ sur l'ID, etc., pour chacune des tables. Donc quand on regarde effectivement sur mon test 4, ce que ça donne, ici, donc avec tous mes joins, voilà. Bon, du coup, c'est clairement le genre de requête que l'on veut ça fonctionne très bien. Donc, du coup, généralement, dans tous mes projets, j'utilise la jointure join pour requêter et j'ai jamais eu de souci avec. Peu importe l'ordre des tables, le relationnel, etc. Donc, voilà. Donc, du coup, un des premiers conseils effectivement, que je donne sur Entity Framework, éviter les includes et utiliser les joins. Et pour info, si on n'aime pas trop l'écriture join comme ça, on peut l'écrire aussi en link. Oui. Ce qui ressemble encore plus à du SQL d'ailleurs. En plus, oui. Donc ça peut être sympa sur certains trucs. Voilà, on fait comme ça dans notre société. Voilà, ça c'est nickel, tout va bien. Alors l'avantage par rapport à l'écriture join, par rapport aux includes, etc., au niveau performance, du coup, pour moi, une requête mieux écrite qui correspond mieux à ce que l'on veut, généralement, au niveau performance, ça correspond mieux à ce que l'on cherche, à condition qu'on ait bien mis les index, etc. Donc là, c'est l'écriture SQL, etc. Le mapping est moins dépendant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a moins de string, moins de chaînes de caractères. Donc, ça veut dire que si vous faites une modification à un refactor ou quelque chose, vous aurez une erreur à ce niveau-là si ce n'est pas modifié. J'ai déjà eu des problèmes sur des projets précédents de mon côté, où effectivement, c'était que des requêtes écrites en string, et il y a toujours eu des oublis, en fait. Il y a toujours des oublis quelque part. Moi, ce que j'aime bien avec Entity Framework là-dessus, c'est que les oublis seront très rares, voire même inexistants de ce côté-là quand vous faites du refactor. Donc, c'est plutôt cool. Les désavantages par rapport à ça, c'est qu'effectivement, au niveau de l'écriture, c'est peut-être moins clair que par rapport aux includes, etc., que par rapport aux requêtes SQL. Après, personnellement, de mon expérience personnelle, c'est plus une habitude à prendre. Quand on commence à prendre l'habitude, on a la vision qu'on en a fait qu'elle est plus facile, on a une lecture plus facile du code. Et aussi, c'est plus compliqué à écrire, ce qui est normal. Ce qui est normal, pas vraiment. Mais voilà, du coup,
derrière, on a quand même des avantages que moi, perso, j'apprécie beaucoup. Et voilà. Donc, voilà pour la partie jointure. Deuxième chose à voir. Tu sais Oui. juste réafficher ton code avec les joins juste pour voir un truc? Oui. On est d'accord que ton world, si jamais il y a des sous-dépendances, on peut passer par les joins aussi. Tu veux faire des donc par exemple, je voudrais récupérer dans les games une dépendance qu'il y a aussi dedans. Oui. Tu passerais comment alors à ce niveau-là? Comment ça, une dépendance? Quelle dépendance tu veux parler? Donc, ici, World, il a des dépendances avec Games, Countries, Editor, Galaxies et Universe. Oui, alors du coup, là, la requête n'est peut-être pas forcément très bien écrite, mais clairement, si on veut faire les correspondances correctement, par exemple, ici, je n'ai pas, alors, je pense que c'est par rapport à ça. Je ne fais pas le filtrage sur les univers à 3 dimensions. Si je veux le faire, grosso modo, je vais pouvoir faire quelque chose du genre. Where. Moi, ce que je veux dire par là, c'est Ouais. que tu aurais une table A qui aurait des dépendances avec la table B, C, D, E, F, et la table B qui a une dépendance avec la A, mais aussi une dépendance avec une Y. Ouais. Bah, en fait, grosso modo, généralement, vous l'écrivez pas exactement de cette manière-là. Là, c'est une manière un peu simpliste pour que ce soit un peu plus clair à comprendre pour vous de votre côté, pour ceux qui regardent la présentation. Mais généralement, vous allez écrire de cette manière-là la façon dont vous allez vouloir créer, créer vos requêtes. Donc ici, vous allez avoir donc A correspond à ce qui va être en entrée, donc ici Worlds. B va correspondre à ce qui est Games. Donc du coup, vous allez faire Worlds est égal à Games est égal B. Et ici, vous pouvez même faire, si vous voulez, X est égal B point. Là, vous avez tout ce qu'il y a dans Games. Donc, par exemple, Editor. Voilà. Et vous allez pouvoir rajouter vos variables qui seront dans votre select au niveau de la requête au final. OK. Voilà. Donc, du coup, ça correspond à un type anonyme et généralement ça fonctionne comme ça et vous continuez, vous avez autant de propriétés dans votre type anonyme que vous avez de tables généralement à la fin et à la fin vous n'avez plus qu'à requêter, à faire vos filtres sur les différentes valeurs que vous avez mis dans votre type anonyme. Donc c'est long à écrire un petit peu je trouve, des fois c'est un peu laborieux mais au final quand vous avez besoin de maintenance, de refactorisation etc. ça fonctionne plutôt pas mal et puis voilà, au final, l'écriture n'est pas si moche que ça, c'est quand même lisible. Parce qu'on voit clairement que là, c'est les words, là, c'est les games. Voilà. Après, ça correspond. Comment? Montré, c'est qu'actuellement, là, les jointures, ça se fait directement des inner joins. Il y a une solution avec des joins pour dire qu'on va faire du left. C'est vrai. Compliqué par contre au début quand on utilise, mais après, ça se fait. Oui, c'est ça. Tout à fait. Il y a une petite phase de compréhension et après, c'est un outil, l'Entity Framework. Le problème un petit peu avec l'outil, entre guillemets, c'est qu'il faut s'investir dedans pour pouvoir commencer un petit peu à apprendre comment ça fonctionne, comment on l'écrit, histoire de pouvoir convenablement l'utiliser. Voilà. Ouais, c'est ça, il y a une phase d'apprentissage qui est peut-être qui est un peu plus importante, entre guillemets, pour bien maîtriser l'outil, quoi. Ce qu'on doit utiliser, ce qu'on ne doit pas utiliser comme méthode et des choses comme ça. C'est ça. Ouais. Ok. Suite. Alors, le equalable vs enumerable. Donc, ça, c'est un souci qui vaut des surphrases en production. Je vous l'avoue. Je vais vous montrer le cas de figure que j'ai déjà eu dans mon test 5. C'est quoi la différence? Donc, enumerable, vous connaissez tous, c'est un énumérateur au niveau object, etc. Et vous itérez sur les différents éléments de l'objet. L'equalable, c'est le contexte Entity Framework. Donc, equalable hérite de enumerable et c'est le contexte qui permet d'écrire au final la requête. Ce qui est génial parce que du coup, dans votre code, donc là je repars sur mon exemple 5, vous pouvez, si j'ai un equalable ici, voilà, vous pouvez, if, je sais pas, ma variable est égale à quelque chose, vous pouvez faire, continuer, faire .where, et dans ce cas-là, au moment de l'exécution,
même si vous avez 2 lignes ici, il va créer une seule requête au moment où vous voudrez récupérer la donnée. Donc, du coup, ça fonctionne très bien et au niveau d'écriture du code, c'est super simple, super lisible, il n'y a pas de concaténation de chaîne de caractères et ça, je trouve ça génial. Du coup, selon par exemple les filtres de recherche qui sont renseignés ou non, par exemple, dans un site de boutique en ligne, par exemple, bah, vous allez pouvoir, selon les if, selon les critères de recherche qui sont actifs, ajouter les filtres non qui va bien. La requête sera dynamique en fonction de la requête link en soi. C'est ça. Là, le truc que je vous montre, donc eQueryable, tant que vous êtes dans un contexte eQueryable, c'est que vous êtes dans un contexte Entity Framework et qu'elle sera exécutée au moment où la donnée sera demandée. Donc du coup, généralement, en tant que débutant, vous écrivez votre requête, donc j'ai ma liste d'univers, je veux qu'il exécute ma requête en enumerable, je veux qu'il me récupère mon enumerable, je vois très bien que ça fonctionne, j'ai pas d'erreur, la compilation ça fonctionne bien. Et ensuite, je veux par exemple, lors des... Hop, je vais y arriver. Lorsque je fais une boucle de 1 à 1000, je veux qu'il me récupère par exemple l'univers. Alors, var result est égal l'univers. Je veux qu'il me filtre where mon univers ID est égal à la valeur de ma boucle i. Donc, dans ce cas-là, je veux récupérer entre 0 et 1000, avec un ID entre 0 et 1000, tous ceux dont les dimensions sont égales à 3. Donc l'idée, c'est qu'il m'exécute ma requête et ensuite, en link to object, et voilà, il me fait mon petit truc. C'est cool. Du coup, j'exécute. Et voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Là, t'es viré. Il va bien. Bah non, il veut pas. Non, il veut pas. Ça, c'est l'effet démo. Ça, tout à l'heure, ça fonctionnait. Là, d'un coup, il veut plus rien savoir. Déjà, on est d'accord que tu es en train de faire des requêtes sur la base de données alors que tu as ouvert la connexion et tu ne l'as pas encore terminé. Exul.console. Voilà. Il faut l'affichage des trucs. Voilà. Voilà. Et voilà ce qui se passe. J'ai 1000 requêtes qui sont effectuées. Pourtant, j'ai demandé à enumerable. Je n'ai pas demandé à eQueryable. Et pourtant, j'ai 1000 requêtes qui sont effectuées. Donc ça, c'est le problème du coup du eQueryable qui hérite de enumerable. Et donc là, en production, effectivement, ça fait mal. Tu passes des heures et c'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Et quand tu commences à te rendre compte qu'en fin de compte, tu as 1000 requêtes qui sont exécutées, là, tu fais oh là là. Mais du coup, ouais, il est important de connaître où est-ce que se trouve le contexte Entity Framework ou non. Donc, tant qu'en enumerable ou eQueryable ou quelque chose de genre là, il faut se méfier. On n'est pas forcément sorti du contexte Entity Framework et dans ce cas-là, une requête peut être exécutée à tout moment. Donc, l'idée ici, pour fixer ça, par exemple, je fais un point toList. Voilà, c'est le truc classique. C'est tout bête. Alors, je fais un toList alors qu'en fait, je veux un enumerable qui est compatible, mais soit. C'est initialiser un toList. Et donc, à partir de là, voilà, j'ai qu'une seule requête et ça fonctionne, il m'exécute tout et voilà. Donc c'est super important de ce côté-là, à essayer de comprendre où se trouve l'eQueryable et où se trouve quand est-ce qu'on est en link to object ou en link to entities. Alors moi je vais juste raconter une anecdote, je ne sais pas si je l'avais déjà pas raconté. J'étais intervenu dans une société où il y avait une SS2I qui était intervenue, une grosse SS2I dont je tairai le nom, et qui avait implémenté son framework basé sur Entity Framework et ils exposaient toute leur repository sous forme de eQueryable. Et donc, on avait tout le code client qui tapait allègrement à l'intérieur des eQueryable. Et donc, on avait des requêtes à la con, excusez-moi du terme, parce que le code client, il savait pas forcément, c'était pas forcément le développeur qui avait développé les repositories qui faisait l'interface. Et donc, on avait tout et n'importe quoi qui était sorti derrière. Et je peux dire que c'est une des choses qui m'a vacciné des Entity Framework. Je
comprends tout à fait. Il y a carrément des choses à pas faire. Effectivement, Entity Framework, il faut que ça reste dans le repos. Il ne faut pas du tout que Incurable sorte. Sinon, comme dans ce cas-là que je vais montrer, on peut avoir des soucis. Le problème, c'est pas facile à voir, mais du coup, si on ne fait pas un minimum gaffe, voilà. On va avoir la même bêtise avec des micro-RM en soi. Sauf que oui, ça se verra plus facilement parce qu'on verra des requêtes dans d'autres endroits en fait. Oui, c'est ça. Et là, ça se voit différemment parce que du coup, c'est du link. C'est ça, exactement. Du coup, pour finaliser, un petit résumé de ce qui se passe sur comment l'utiliser. Grosso modo, quand on fait du Entity Framework, il faut connaître le SQL. On ne peut pas se dire, je vais faire du Entity Framework parce que je n'aime pas trop le SQL, je ne connais pas trop, donc je vais faire du Entity Framework histoire de faire tout, afin que lui fasse le taf à ma place. Non, ça ne marche pas comme ça. Si on fait du Entity Framework, il faut connaître le SQL et vérifier à chaque sortie, à chaque requête, ce qui se passe pour être sûr de ne pas créer de bêtises en termes de requêtes de ce côté-là. Je trouve ça super cool, Entity Framework, pour les petits projets ou les projets personnels. J'ai déjà fait, par exemple, un projet personnel, dont j'en parle un peu plus bas aussi, c'est au niveau des best practices, donc, où je ne mets pas de chaîne de caractères dans mon code. En SQL, en pur SQL, c'est un peu difficile. En Entity Framework, c'est plutôt sympa. J'ai un projet où je n'ai pas de string dans mon code, uniquement dans le cas de consent ou dans le cas dans l'app setting. Mais à part ça, il n'y a rien. Et du coup, pour le maintenir, pour être sûr que tout fonctionne, c'est un bonheur. Un bonheur. Tout est référencé, tu modifies quelque chose, ça va planter ailleurs. Enfin voilà, quoi, tout est vraiment checké. Mais après, même si vous faites du Entity Framework, s'il y a certains cas un peu tricky, il est quand même possible de créer du SQL en dur. Du coup, je ne conseille pas trop parce qu'on retire le principe de l'Entity Framework. Sinon, autant passer sur Dapper. Mais des fois, on n'a pas trop le choix. Donc voilà. Entity Framework devient de mieux en mieux dans chaque version. Alors, cette présentation, j'ai déjà faite il y a 3 ans, sur une version d'il y a 3 ans. Je me souviens plus exactement laquelle. Et donc, du coup, là, je l'ai réécrite pour la version 3.1 et il y a eu énormément d'améliorations. Je pense, par exemple, au niveau des checks, des valeurs. Ici, je faisais, par exemple, égal 3 pour le nombre de dimensions. Sur un short, avant, si je faisais ça, ça passait pas. Il faisait un cast dans mon code parce que le short n'était pas prévu dans ma page Entity Framework pour la création du SQL. Et du coup, il faisait un cast en int assez bizarre. Et c'était un bordel pour gérer ça. Si je voulais gérer ça, il fallait que je fasse un point equals au lieu du égal. Voilà. Il y a plein de petites choses comme ça. Mais ça, c'est une vieille version. Maintenant, c'est fixé et c'est plutôt cool. Voilà. Donc, du coup, oui, ça a besoin d'investissement pour pouvoir se mettre dedans. Tu ne peux pas faire l'Entity Framework comme ça. Il y a besoin d'un petit peu de temps de compréhension derrière. Donc, du coup, derrière, je le déconseille pour de gros projets. Parce que, effectivement, si c'est pratique, il y a quand même une petite perte de performance, notamment par exemple au niveau de la compilation du SQL, parce qu'il faut bien qu'il ait créé ces SQL derrière là, à partir du code. Donc voilà. Et, on peut les précompiler. Hein. On peut les précompiler, tout à fait. Après, personnellement, je n'ai jamais vraiment fait. Je sais que ça existe. Moi, j'en ai fait dans ma société. C'est vrai que ça a augmenté la performance. Ouais. Surtout quand les requêtes sont exécutées plusieurs fois à la suite, j'imagine que ça doit être énorme en termes de... et bien sûr, ne pas utiliser lorsque les performances est une priorité sur votre projet, parce que justement, pour ce cas de figure, même si la précompilation, etc., qui est en place, à mon avis, il risque d'avoir quelques petites choses tricky dessus. Soyez sûr de vous si vous voulez utiliser un petit truc pour ça. Puis le reste, je vous l'ai déjà dit, c'est un super outil pour refactoring, etc. Donc voilà. Finished. Donc, j'ai déjà eu pas mal de questions, j'ai vu, et on est pile dans les temps, je crois, ou peut-être un peu en retard. Désolé. Donc, c'est des questions rapides, je prends. Moi, j'ai une question. C'est si on se rend compte que ça devient trop compliqué quand on écrit une requête ou les performances, à un moment donné, on attrape des problèmes, même quelques mois après. Est-ce qu'il y a moyen de transformer une requête link, donc requête classique, en requête SQL? Parce que je pense que dans Entity Framework, tu peux aussi spécifier que c'est en requête SQL en string classique. Oui.
Mais est-ce qu'on peut faire ça facilement sans devoir tout casser, juste prendre le morceau Link et dire tiens, je vais en faire un SQL à la place, quoi. Oui, tu peux faire ça. Tu peux faire un copier-coller. Tu copies ta requête SQL générée, par exemple. Tu peux faire ça. Tu appelles, as une méthode sur ton contexte. Tu fais contexte.database. Contexte par ton entité, donc ta table. From row SQL, si j'ai pas souvenir. Et tu mets ta requête dedans. C'est ça. Et ça fonctionne. Moi, j'ai une autre question. Quand on travaille sur des... Merde. Voilà. Quand on travaille sur des gros projets, avec énormément de tables et qu'on est une équipe d'une trentaine de développeurs, comment ça se passe pour le développement avec Entity Framework, avec par exemple l'ajout de tables, l'ajout de colonnes, de lignes, etc. de façon assez fréquente, et comment est-ce que tout le monde peut arriver à travailler sereinement dans ces environnements-là? Alors, personnellement, j'ai jamais vraiment fait de test, mais il y a certains avantages, genre par exemple la migration automatique Entity Framework. Genre par exemple, lorsque vous voulez updater votre base de données, donc sur Entity Framework, vous ajoutez votre table par exemple, vous ajoutez une migration qui va être générée en tant que code dans votre solution, et derrière, chaque personne qui va récupérer cette nouvelle version va exécuter le programme. Automatiquement, vous pouvez dire à votre programme, si ma base de données n'est pas à jour, mets-la à jour. Donc chacun a sa petite base de données dans son coin. Automatiquement, ça va mettre à jour la base de données dans son coin selon les dernières modifications que vous avez faites et que vous avez poussées sur Git. Dans les deux cas, si on est dans du DB First ou du Code First, ça marche très bien. Oui. Il y a une petite difficulté en DB First, c'est que des fois le modèle ne se met pas bien cohérent avec la base. Il y a un peu de difficulté des fois avec des merges. J'ai plutôt fait du Code First personnellement. J'ai jamais vraiment eu de soucis de ce côté-là. Moi, on a un DB First parce que la base elle existait déjà. D'accord, ouais, ça. Mais du coup, mais ça veut dire qu'il faut générer ces scripts de base de données, j'imagine. Tout à fait, par contre. C'est ça. Donc c'est le désavantage là-dessus. Donc ça veut dire que le développeur derrière doit générer des nouveaux scripts qui sont apparus à chaque fois, ou à moins que vous ayez un système plus automatique dessus. Donc ça. Mais sinon, en Code First, du moins, ça fonctionne très bien. Je pense, il n'y aura pas de souci. Après, derrière, pour les gros projets, là comme ça, je vois pas trop c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit à éviter peut-être pour les gros projets, parce que je pensais performance, je pensais écriture un peu tricky, etc. Parce que c'est généralement les gros projets, ça demande des choses un peu spécifiques. Donc, Entity Framework, c'est peut-être un peu trop, un peu too much. Surtout dans ce sens-là. Mais sinon, si la requête reste simple, il n'y aura pas trop de soucis, je pense. Mais si je dis ça, c'est parce qu'il y a une société dans laquelle j'interviens où il y a beaucoup de développeurs, ils font beaucoup de modifications dans la base de données, et chacun de leur côté, et c'est un véritable cauchemar pour eux, quoi. Parce qu'il n'y a qu'une seule représentation. Un projet Backpack, dans Visual Studio, tu peux créer un projet database, c'est du SQL derrière. Et si tu crées un projet database, c'est des fichiers SQL déjà différents. Nous, c'est ce qu'on fait. Et il génère un Backpack qui contient les différences entre la DB où il doit installer par rapport à la DB qu'il a, entre guillemets, en local, entre les scripts. Oui, mais c'est pour entre développeurs, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir des développeurs qui interviennent sur des tables dans le même espace, quoi, entre guillemets, quoi. Et c'est là où ils ont du mal, quoi. Mais c'est au niveau du merge que ça se passe mal, c'est ça? Ouais. Ils font du Code First? Ils font du code. Non, ils font du DB First. Ah voilà, ça fait la même problématique aussi. D'accord. Bien. Écoutez, c'était passionnant, mais je suis désolé, Damien, ça m'a toujours pas convaincu. Je me doute, de toute façon, je savais que je n'aurais pas te faire changer d'avis. Non, mais au moins on présente tout le monde les possibilités. J'espère que ça vous a plu en tout cas et que ça donnera envie au moins à certains de cesser sur les petits projets. Non, mais c'est vrai que t'es pas le seul à bien aimer Entity Framework. Cool, merci. Ça me touche profondément. Juste une petite question, ils supportent enfin les groupes by ou ça c'est toujours pas supporté? C'est très bien supporté. C'est très bien supporté. Côté génération SQL, je dis pas client-side, mais server-side. Parce que je pense que jusqu'à au moins 2 points, c'était pas supporté. La dernière fois que j'ai testé, c'était plutôt bien supporté. Il y avait peut-être un peu complexe à écrire. Je
me souviens plus vraiment, mais je sais que je l'utilisais, j'avais pas trop de soucis avec ça. Un link, c'est plus facile à lire et à écrire. Un groupe aussi. Ouais, je parle pas de l'écrire parce que ça marchait client-side en fait, mais je veux dire la translation server-side, ça a été implémenté. Parce que je sais qu'au début dans WebCore, ils le faisaient pas, donc c'est pour ça que je demande. Pour la transformation en SQL, c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup d'efforts parce que moi actuellement on est dans du Entity Framework, non pas du Core, et je vois que là l'écriture est beaucoup plus compréhensible que dans du Entity Framework. Ok. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Damien. Ce sera tout pour aujourd'hui. On est diablement en retard, on est à 18h10. La semaine prochaine, on parlera de tout à fait autre chose. Je vous ai préparé un truc sur Fluid Framework, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, qui permet de faire du collaboratif pour les nuls. Donc, c'est un framework que développe Microsoft, qui en est à la version 0.3, donc qui est vraiment au tout début. J'ai pu me plonger dessus, faire mes news un peu là-dessus, donc je vous présenterai ça la semaine prochaine. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez que l'on aborde, n'hésitez pas à me dire sur le Slack. Et sur ce, bonne soirée, bonne semaine et faites de bons rêves. Ciao tout le monde. Bonne soirée. Salut. À plus.